le sexe ratio. Donc, les hommes sont, enfin, c'est les questions de genre. Les hommes sont plus attirés. Et là, cette fois-ci, les Parisiens, enfin les Franciliens, sont plus attirés par la technologie, alors qu'on les a vus également plus inquiets. Nous sommes plein de paradoxes. Et encore une fois, la catégorie socio-professionnelle joue beaucoup. Et ce sont bien les cadres et les professions intermédiaires supérieures qui sont les plus attirés par la technologie. Presque la dernière question qui peut se poser, c'est est-ce que la Covid-19 a eu un impact direct sur notre regard sur les nouvelles technologies? Mais 45% des Français interrogés disent que la crise a fait évoluer positivement leur regard sur les nouvelles technologies. Donc ça veut dire qu'en creux, la majorité des Français pensent que ça n'a pas amélioré leur image. Nous, toutefois, quand on se penche sur les usages, ce que nous avons pu faire au sein de Gérondif lorsque nous avons réalisé à la fin du printemps et au début de l'été dernier une enquête sur 1300 retraités franciliens, nous sommes aperçus que 55% des répondants nous ont confié avoir eu plus souvent recours aux outils numériques pendant le confinement. Ils ont étendu leur usage et 40, nous nous sommes aperçus que 43,2% des répondants possédaient un ordinateur. Et ils ont profité du confinement pour découvrir de nouvelles fonctionnalités et utiliser différemment les outils dont ils étaient dotés, mais qu'ils n'utilisaient pas forcément aussi régulièrement. Ils s'en sont servis pour maintenir leurs activités sociales, pour rechercher de l'information, tout simplement, sur la Covid, mais pas seulement, pour se divertir et également pour acheter en ligne. Ils ont découvert, comme les plus jeunes, ils ont découvert la joie ou les pièges selon des activités en ligne. Donc, on voit bien que les usages peuvent être différents des sentiments liés à la nouvelle technologie. Ceci dit, il y a un point d'attention à avoir, c'est que une partie de l'échantillon que nous avions interrogé n'avait pu être interrogé que via le téléphone parce qu'il n'avait pas les outils numériques nécessaires. Et donc, le bon vieux téléphone reste quand même un outil utile pour notamment les retraités. Et donc, on voit bien que selon que l'on est CSP+, ou pas, selon que l'on a eu une antériorité ou pas des usages technologiques, on n'est pas égaux face à ces nouvelles technologies. Voilà l'éclairage global que nous voulions donner. Nous allons pouvoir passer donc concrètement, rentrer dans le vif du sujet et passer à notre table ronde. Donc, je crois qu'il y a un petit jingle de prévu. Nous allons nous interroger sur l'innovation technologique au service de la lutte contre la Covid avec des grands témoins. Je crois qu'il y a un jingle qui devrait arriver. Merci. Je passe tout de suite la parole à Gabriel Costa, qui est chef du service recherche et culture scientifique au sein du Conseil régional d'Île-de-France. Et je me permets de vous rappeler que le Conseil régional d'Île-de-France soutient financièrement le DIM, longévité et vieillissement, qui est porté par Gérondif. Donc, c'est une occasion à nouveau de vous remercier pour votre soutien. Et j'aimerais que vous nous présentiez quelques éléments sur les soutiens que la région apporte concrètement au développement de des nouvelles technologies en Île-de-France, notamment dans sa dimension scientifique. Gabriel, merci beaucoup et à vous. Isabelle Dufour, merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Pour le conseil régional, oui, je suis donc en charge, moi, spécifiquement des financements régionaux en soutien à la recherche et à la culture scientifique. Mais nous sommes dans une direction qui apporte aussi des soutiens financiers au transfert de technologies. Et donc, je voulais vous parler
d'une façon plus générale effectivement de l'action régionale en matière de soutien à la recherche et à l'innovation. Donc pour vous montrer sur cette slide l'ambition qui est celle de la région Île-de-France de demeurer la première région scientifique européenne et également de devenir la première région technologique. Alors pour cela, nous déployons une stratégie donc vous voyez présentée sur la partie droite de la slide donc et qui vise essentiellement sur ces quatre points à développer, fédérer des projets intégrés. Nous soutenons notamment les domaines d'intérêt majeur, comme vient de l'exposer Isabelle Dufour. Et donc, parmi ces domaines qui sont au nombre de 13, dont je vous montrerai une slide tout à l'heure, figure le DIM longévité et vieillissement. Nous visons également à développer les compétences scientifiques et technologiques, donc ça nous l'avons dit, l'entrepreneuriat étudiant, et puis également disséminer les résultats de la recherche et promouvoir la culture scientifique et technologique. Alors donc je passe un peu rapidement sur ces slides peut-être, mais donc les grands objectifs de ce soutien, c'est l'internationalisation à laquelle nous sommes tous confrontés, que ce soit à l'échelon européen ou au-delà. L'interdisciplinarité également est un critère important, c'est un critère que l'on retrouve dans les domaines d'intérêt majeur, bien sûr, mais aussi dans d'autres actions. Et puis également, nous visons à soutenir une recherche responsable et donc intégrant un certain nombre de critères qui sont notamment partagés par les régions également au niveau européen. Pour vous donner quelques chiffres, donc vous avez ici sur cette slide le chiffre de 110 millions d'euros par an qui est donc financé par le Conseil régional, dont la moitié sur la recherche et le transfert de technologie. Et puis je vous ai mis des chiffres sur l'écran de droite pour vous montrer le nombre d'étudiants et le pourcentage d'internationaux en Île-de-France, la part également donc des doctorants internationaux qui est très importante en Île-de-France. Le soutien que nous apportons aux grandes universités de recherche franciliennes, donc les regroupements universitaires franciliens, également les universités pluridisciplinaires, et puis aussi sur la part de la recherche en Île-de-France, c'est 40% du potentiel scientifique français, donc vous avez probablement déjà ces chiffres en tête, et donc 19 milliards par contre d'euros en R&D investis en Île-de-France par an. Donc sur la R&D, l'innovation, c'est des sommes très importantes. Donc je disais des projets intégrés et prioritaires. Donc vous avez dans la partie gauche donc les grandes actions de la stratégie et à droite les projets que nous portons en regard. Donc vous le voyez à la fois sur les domaines d'intérêt majeur, mais aussi le Génopôle par exemple, dont la région est l'actionnaire principal. Sur la notion de soutenir les équipes de recherche, d'accompagner les carrières des étudiants, des doctorants, des chercheurs. Nous avons monté plusieurs projets intégrés, dont le Paris Région PhD et également un projet européen qui est coordonné par la région en partenariat avec les DIM et les universités franciliennes. Nous finançons également des chaires d'excellence. Et puis, nous avons créé un Smart Lab justement dans le contexte de crise sanitaire. C'est un laboratoire éphémère, on peut dire, donc c'est le recrutement d'une dizaine de postdoctorants qui vont travailler pendant 2 ans sur les notions de nouvelles modalités de relation au travail. Qu'est-ce que le travail? Comment est-ce que le travail a été transformé par la crise? Également les transports, voilà, tout ce qui est notion de mobilité et la résilience nécessaire à tous pour, j'allais dire, survivre en ces temps de crise et sortir de la crise enfin, qui nous a tous beaucoup, beaucoup touchés. Également des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat étudiant,
Et puis sur les équipements, alors on fera un point peut-être un peu plus spécifique dans une prochaine slide sur les équipements, qui est un sujet important pour votre DIM. Voilà, dire qu'on soutient donc les équipements scientifiques également à travers un autre dispositif qui s'appelle Sésame, qui est un dispositif anciennement soutenu par la région Île-de-France, et n'hésitez pas à y recourir. Il y a un appel à projet annuel, et puis son cousin ou son petit frère, Sésame Filière, qui vise plutôt à soutenir des équipements par filière industrielle, et puis également des lieux d'innovation. Voilà, donc ensuite, rapidement, on disait faire connaître et promouvoir la science. Donc là, on a tout un ensemble d'actions en termes de soutien à la diffusion de la culture scientifique, des résultats de la recherche, avec notamment un nouveau service qui sort la semaine prochaine, qui est Mon île de science, et auquel les DIM aussi contribueront. Également un nouveau programme Parole de chercheuses et chercheurs qui est à noter. Donc là, c'est des séances, des interventions de chercheuses et chercheurs auprès des lycéens sur une thématique vraiment orientation, émergence de nouveaux métiers autour notamment des data science, enfin tout ce qui est sciences des données, est aujourd'hui, par exemple, source de l'émergence de nouveaux métiers, donc de futurs possibles aussi pour les jeunes. Mais voilà, dans le secteur du DIM, il y a aussi beaucoup de nouveaux métiers en émergence, et donc la région est aussi, vous le savez, dans sa compétence de gestion, pilotage des lycées et de l'orientation. Nous avons créé aussi un prix des innovatrices et innovateurs. Je voulais en parler parce que ça peut aussi vous intéresser cette année, mais c'est un prix qui sera renouvelé dans le futur. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à candidater. Donc quelques résultats vraiment très rapides aussi des aides de la région sur la mandature qui se termine. Donc vous le voyez, 500 allocations doctorales, postdoctorales cofinancées, une vingtaine de chercheurs de renommée mondiale. Les chers Blaise Pascal, nous avons eu quelques prix Nobel ensuite qui étaient passés par ces chers Blaise Pascal, dont nous sommes très fiers, notamment Esther Duflo, par exemple, récemment. Beaucoup de projets d'entrepreneuriat étudiants soutenus, beaucoup d'équipements, petits, moyens et grands équipements, des lieux d'innovation. Bon, je m'attarde pas. Pour revenir plus spécifiquement donc sur les DIM, donc ce sont les domaines d'intérêt majeur, c'est des réseaux de recherche qui donc sont fédérés et agrégés autour d'une thématique, d'un enjeu commun et d'importance majeure pour la région. Comment ils sont choisis? Ils sont labellisés par un conseil scientifique régional sur la base de propositions que ce conseil peut faire aussi à la présidente de région. C'est aussi à mettre en regard avec la stratégie de spécialisation, la S3, qui travaille au niveau européen. Voilà, on essaye d'être en cohérence avec les intérêts régionaux, nationaux et européens. Donc, à savoir ici important pour vous que le label de ces DIM a été prolongé en 2021, donc une 5e année de financement sera mise au vote. D'ailleurs, enfin le principe a déjà été voté par les élus, mais les montants seront affectés spécifiquement le 1er avril prochain. En soi, pour le DIM longévité et vieillissement, ce sera donc plus de 2 millions d'euros en fonctionnement, pardon. Donc le fonctionnement, ça vise à permettre de recruter des personnels scientifiques, et 1,9 million, je crois, voilà, en investissement, qui auront permis notamment, je crois, Isabelle, de financer des robots sociaux, également des casques de réalité virtuelle et des tablettes. Voilà. Faire un point un peu spécifique sur le Paris Région PhD, puisque je crois savoir qu'une des lauréates intervient également dans le webinaire de ce jour. Donc voilà, vous dire que le 3e appel est en ligne. On a eu des désagréments techniques
bien sûr, et donc la date d'ouverture a été prolongée jusqu'au 25 mars. Donc s'il y avait des projets encore en fabrication, la spécificité de cet appel, c'est en fait les projets doivent être déposés conjointement par un laboratoire et une entreprise. C'est ça qui est le plus important dans la fabrication d'un projet pour répondre à cet appel. Et c'est également sur l'axe de numérisation, digitalisation des entreprises et des activités au sens large. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Isabelle, sur l'étude qui montre la très forte progression de l'utilisation du numérique. Au Conseil régional, on a tous été aussi très fortement marqués par ça. Et on s'est tous mobilisés pour utiliser de plus en plus d'outils numériques collaboratifs, bien sûr. Donc sur ce PR-PhD, c'est 100 000 € par contrat doctoral avec cofinancement par l'entreprise. Un mot sur le projet européen, donc pour dire qu'il vise à recruter 52 chercheurs en 2 vagues. Nous venons à peine de terminer le premier appel. Donc nous avons 26 lauréats. Nous ouvrirons un second appel en juillet prochain. Et in fine, donc c'est un projet qui a une durée de 60 mois et qui est cofinancé à 50% par l'Union européenne et 50% par le Conseil régional. Merci Gabrielle, je pense que oui, que tout le monde m'entend. Votre présentation montre bien que le soutien financier que la région Île-de-France a accordé à la recherche, notamment en matière de nouvelles technologies, n'est pas un vain mot, que des sommes importantes ont pu être allouées, nous être allouées en tous les cas. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que vous avez sur vos écrans en bas à droite un petit bouton qui vous permet de poser vos questions. Alors nous allons enchaîner par la seconde présentation et à la fin nous prendrons un petit temps pour justement répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, un petit bouton en bas à droite. Je vais passer désormais la parole à Christiane Flouquet, donc qui est directrice de l'action sociale Île-de-France de la CNAV et qui nous fait aussi l'honneur d'être administrateur au sein du conseil d'administration de Gérondif. Et elle va nous faire un focus pour vraiment illustrer l'usage véritable des personnes âgées de la technologie. Et en particulier, j'ai envie de lui poser la question. Christiane, est-ce que les nouvelles technologies ont constitué un levier pendant la crise de la Covid pour maintenir le lien social et aussi pour pouvoir pérenniser, rendre possible malgré tout, si j'ose dire, les actions de prévention que vous menez notamment via le PRIF? Christiane, à vous. Merci Isabelle pour votre présentation et votre bonne question qui est très large. Peut-être simplement rappeler dans un premier temps que en fait l'action sociale des caisses de retraite, alors bien sûr de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, du réseau d'assurance retraite, mais de manière générale globalement de toutes les caisses de retraite en inter-régime, c'est une culture du présentiel. Elle s'est toujours bâtie sur la notion de lien social et le lien social jusqu'à l'année dernière, c'était forcément quelque chose qui se faisait dans la vraie vie avec des rencontres. Et donc c'est vrai que la crise sanitaire de l'année dernière a été déjà un premier choc pour les organisations avant même d'être un choc pour le public cible que nous avions. Et donc, ça a été la nécessité de se reconstruire et de proposer une nouvelle offre plus adaptée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas depuis plusieurs années une réflexion sur la fracture numérique, puisque nous sommes des caisses de retraite, nous avions aussi une préoccupation d'accessibilité aux droits pour tous nos ressortissants, et donc il y avait déjà beaucoup de travaux qui étaient faits sur le champ de la fracture numérique, mais c'est vrai qu'en action sociale, c'était moins évidemment le cas. Et du coup, ce positionnement-là, on peut le mesurer à travers nos différents niveaux d'intervention. Et l'idée, c'est peut-être de vous résumer le plus rapidement possible comment on s'est adapté et j'espère comment on a répondu à nos différents publics.
Alors le premier élément, c'était notre objectif d'information, hein, d'information sur notre politique, et on l'avait entre autres d'une manière très présentielle par la création et la mise en œuvre de salons, de forums. Peut-être que vous vous rappelez que l'année dernière, à la même époque, on annulait dans la précipitation le salon des seniors, on annulait la programmation du salon des services à la personne qui était un peu plus tard. Enfin, voilà. Et donc il y a eu et puis bien sûr des forums bien vivre sa retraite en Île-de-France qu'on avait mis en place. Et donc tout de suite, il a fallu se dire comment on va faire pour continuer à informer. Et on a rapidement mis en œuvre des salons en virtuel avec des programmations à distance, un peu sur le format du webinaire qu'on a aujourd'hui, mais avec l'idée quand même de faire venir pas seulement les professionnels, mais aussi les retraités à ces forums. Et les premiers bilans qu'on peut faire déjà sur cette offre de prévention primaire, ces premiers résultats sont plutôt très positifs, avec des présences, oui, des inscriptions malgré tout du public, avec mon observation, je crois qu'on l'aura un petit peu tout le temps, c'est-à-dire finalement on n'a pas le même on ne constate pas des choses qu'on constatait avant, mais on constate des choses différentes. C'est-à-dire que sur les salons, on va reprendre le salon des seniors ou le salon des services à la personne, c'est vrai du coup, il n'y avait pas que des Parisiens, il n'y avait pas que des Franciliens. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont venues à ces forums et on peut considérer que c'est quand même un bénéfice premier que nos informations, nos sensibilisations, dès lors qu'elles sont autour de la santé au sens large du terme, on a rempli notre mission sur ce champ-là. L'autre champ sur lequel on avait, en tant qu'action sociale, un rôle, enfin on a un rôle fondamental, c'est l'accompagnement des personnes les plus fragiles. Et là, c'est dans le cadre de d'une offre de service vraiment à la personne qui nous fait des demandes de bien vieillir chez soi. On envoie quelqu'un au domicile, on leur propose des aides et après il faut les mettre en œuvre, ces aides-là. Le choc culturel, ça a été de plus pouvoir aller voir ces personnes-là et même, et c'est là où je parle de la culture du présentiel que nous avions avant, nous n'avons jamais pris l'habitude de recevoir des demandes de bien vieillir chez soi en dématérialisé. C'était que des documents papier qui arrivaient. Et les documents papier, là, ils arrivaient dans une boîte aux lettres qui était fermée. Hein, c'était ça la vraie vie en mars 2020. Et donc là, il y a eu vraiment toute une stratégie aussi d'accélération, pour pouvoir télécharger les demandes, et puis que les acteurs relais nous permettent quand même d'instruire les demandes et de laisser personne à côté de besoins et de réponses nécessaires. On a également dans ce cadre-là mis en œuvre une politique d'appels sortants. Alors, on a été nombreux à le faire, mais je crois que les caisses de retraite ont été parmi les premiers à mettre en place ces appels téléphoniques, parce que effectivement, comme le numérique n'est pas aujourd'hui généralisé, il fallait pouvoir téléphoner à des personnes et leur répondre et mettre en place des services. Alors, on l'a fait en tant que caisse de retraite, on l'a fait aussi en partenariat, je pense notamment en partenariat avec la Croix-Rouge, pour citer qu'elle, voilà, pour que vraiment il y ait le lien social et le service rendu soit assuré. Et puis, notre champ aussi privilégié en action sociale, c'est la prévention dite secondaire, c'est la mise en œuvre d'ateliers. Et effectivement, Isabelle, vous le disiez, en Île-de-France, on a un groupement qui s'appelle le PRIF, Prévention Retraite Île-de-France, qui est un groupement interrégime que nous avons mis en place avec la MSA. Et là, c'est des ateliers. Et c'est vrai que mars 2020, interruption des ateliers en présentiel rapidement. Et le bilan de l'année 2020, c'est que 50% des ateliers mis en œuvre par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Mais par contre, dès avril 2020, on s'est dit il faut vraiment faire des ateliers en distanciel. Et donc on a créé des cahiers des charges, on a immédiatement sensibilisé nos opérateurs, et en fait il y a eu tout un travail aussi, encore une fois, aussi bien au niveau des acteurs professionnels
que des retraités pour qu'ils viennent à ces ateliers-là. La logique de sensibilisation des acteurs n'est pas évidente et on constatera à travers des différents bilans que finalement il y a beaucoup de choses à améliorer, savoir se servir des outils, même pour les professionnels, savoir parler autrement lorsqu'on est à distance, et puis ensuite, bien sûr, identifier les messages et les bénéfices à attendre de ces différents ateliers. Et c'est d'ailleurs grâce aux Gérondifs qu'on a pu mettre en place à partir de juin 2020 une évaluation sur la totalité des ateliers mis en œuvre. Vous en avez cité tout à l'heure quelques chiffres, mais on a quand même évalué, enfin vous avez évalué grâce à nous à peu près 193 ateliers. Vous avez consulté à peu près 2000 personnes qui ont pu suivre ces ateliers avec l'intérêt et la méthodologie scientifique que vous savez bien avoir sur la comparaison entre le présentiel et le distanciel, et pour voir comment finalement quels sont les différents impacts de ces ateliers, de ces attentes. Avant de livrer quelques observations sur l'évaluation que vous avez faite pour nous, simplement dire que finalement, les plus difficiles à convaincre, c'est peut-être les partenaires locaux. Et c'est ceux qui nous aident aujourd'hui à installer les ateliers en présentiel, qui recrutent. Le mot n'est pas joli, mais en tout cas, c'est quand même eux qui connaissent leurs habitants, et c'est eux qui font connaître nos ateliers, qui appellent les personnes, qui les aident à s'inscrire aux ateliers. Et du coup, les professionnels locaux, dans un premier temps, étaient souvent réticents à l'idée de perdre finalement ce premier lien, ce premier contact, ce plaisir d'ouvrir une salle et d'accueillir les personnes dedans et de les mettre en relation avec les intervenants. Et on constate, bilan fin 2020, que comme ça a duré un peu plus longtemps que prévu et que ça dure encore un peu, aujourd'hui il y a une très sensible évolution des mentalités des partenaires qui ont compris l'intérêt que peut représenter le distanciel auprès des ressortissants, parce que c'est la solution aujourd'hui pour garder du lien. Et donc aujourd'hui, notre offre de service, elle est très clairement engagée dans la durée. Au niveau du prix, on a formalisé le fait que l'offre d'atelier, elle devra se faire toujours en présentiel lorsque c'est possible. Elle devra se faire en hybride s'il faut s'adapter à des situations. Donc, on est prêt maintenant à s'adapter à toutes ces techniques-là, y compris par des formats qui sont un petit peu différents. Et puis aussi des ateliers qui resteront en distanciel complètement, parce que ça nous a aussi permis de toucher un autre type de population, ceux qui veulent pas forcément venir directement à des ateliers avec des personnes du même âge qu'elles, qui n'ont pas envie d'avoir le même un regard partagé, mais qui ont envie de parler avec d'autres personnes sur les thématiques qui les intéressent, quel que soit le lieu dans lequel ils habitent. Donc aujourd'hui, ces trois formats-là sont intégrés dans notre offre et nous les développons dans le cadre du PRIF sur toutes les thématiques. Curieusement, c'est sur les ateliers les plus physiques, notamment la marche, l'intérêt de la marche, que les ateliers en distanciel ont commencé. Alors, je ne peux pas vous dire que l'évaluation que vous avez faite nous a montré que c'est pas grâce à ces ateliers que les personnes ont plus marché, parce qu'elles ont eu un peu de mal à le faire comme ça. Mais en tout cas, la culture de l'intérêt de la marche, le fait de bouger autrement, ce sont des acquis qui ont vraiment été délivrés pendant cette période-là. Et du coup, parmi les constats que vous avez pu faire, on s'aperçoit aussi qu'il y a un grand décalage entre les pertes qu'on a constatées pendant la crise, donc les pertes qui étaient liées à la diminution de l'activité physique, à la difficulté d'utiliser les outils numériques, de moins stimuler la mémoire aussi. Enfin, c'était des craintes qu'on avait pendant la période Covid. Et grâce aux ateliers qu'on a pu faire, le constat qui est ressorti, c'est le caractère très positif de ces éléments-là. Les leçons à tirer de tout ça, c'est que
il faut vraiment qu'on adapte les formats. Il faut qu'on s'adapte aux techniques aussi. Hein, on sait, et on le vit même autour de ce webinaire, on le constate aussi. C'est-à-dire que il faut passer 10 minutes avant pour savoir si ça marche. Il faut passer du temps après pour être sûr si on a tout bien entendu. Chaque fois, il y a est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que enfin, voilà, tous ces éléments-là qui peuvent plomber un peu les animations, qui aujourd'hui doivent être intégrées dans l'offre et qui veulent dire aussi que c'est un investissement sur lequel on s'engage, c'est qu'il faut mieux accompagner aussi bien les opérateurs que les personnes âgées dans cette nouvelle offre numérique qui est indispensable, même si elle n'est pas la seule solution. Et donc, c'est tous les engagements qu'on peut avoir sur le sujet. Et puis peut-être simplement pour parler aussi d'innovation technologique, un peu en lien avec ce qui a été dit sur la région, par la région tout à l'heure, c'est vrai qu'à notre niveau, bien sûr, on est convaincu que des innovations technologiques peuvent faciliter le maintien de l'autonomie et qu'on accompagne très clairement dans le cadre d'appels à projets autour de l'innovation. On s'assure qu'il existe des solutions innovantes, on les finance et on s'assure malgré tout chaque fois qu'elles correspondent bien aux besoins des retraités, parce que c'est ça qui est quand même important, c'est de s'assurer que nos offres en action sociale ne sont pas des offres dans la silver economy au sens large du terme, qu'on n'est pas hors sol, mais qu'on répond bien à des besoins. Voilà, je crois que j'ai été un peu longue et je vous prie de m'en excuser. C'est parfait. Merci beaucoup, Christiane. Merci de nous avoir fait aussi confiance et nous avoir soutenus financièrement pour réaliser cette étude que nous avons fait pour votre compte. Alors, je vais passer tout de suite aux questions, puisque nous en avons quelques-unes. Quelqu'un aimerait savoir combien y avait-il de personnes par atelier en distanciel versus la participation aux mêmes ateliers en présentiel. Oui, c'est une question effectivement intéressante. On a forcément diminué la jauge parce que concrètement on connaissait ces freins technologiques et on savait que ça serait plus compliqué. Dans un atelier en présentiel, on recommande qu'il y ait entre 12 et 15 personnes. Ça dépend des thématiques. Sur le numérique, c'est 8 personnes, mais sur les ateliers sur la marche, la mémoire, c'est entre 12 et 15 personnes, sachant que ces ateliers, c'est plusieurs séances et que l'idée, c'est que les personnes soient là à chacune des séances et qu'il faut qu'il y ait un certain nombre. Sur les ateliers à distance, le chiffre recommandé est de 2/3 de ce chiffre-là. Donc en gros, c'est 7 à 8 personnes. Ce qu'on a constaté, et ça c'est quand même important, c'est que finalement le taux de fidélisation est meilleur en distanciel qu'en présentiel, et que finalement, enfin, il y a eu moins de pertes, moins d'abandon dans ce cadre-là. Voilà, donc in fine, à peu près le même nombre de personnes réellement présentes, alors qu'il y a plus d'inscrits dans le présentiel. Merci beaucoup. Alors, une autre question, y a-t-il un profil particulier des participants aux ateliers à distance? Alors oui, il y a un profil particulier, mais il faudrait que je retrouve mes chiffres. Isabelle, vous pouvez peut-être presque m'aider par rapport à ça. Mais Je ne sais pas par cœur. oui, moi non plus, hélas. Mais Et globalement, quand même. Alors attendez, j'ai quand même quelques informations que je peux vous donner là-dessus. On est au point de vue des professions, les professions des personnes qui participent, on avait 22% des participants qui étaient des cadres CSP+, hein, on peut dire comme ça, et 7% qui étaient plutôt des artisans, 3% des ouvriers, 22% des employés, 2% des chefs d'entreprise. Le nombre de personnes qui vivaient seules était supérieur en distanciel par rapport au présentiel. Le nombre de personnes qui vit en résidence autonomie était sensiblement le même. Donc ça, c'était parmi les premiers éléments qu'on peut donner.
un autre élément que je peux avoir sur le profil des personnes. Je suis du coup là un peu à court pour retrouver ces informations-là. C'était la moyenne d'âge. La moyenne d'âge qui est l'âge moyen, c'était quand même 72 ans, 83% de femmes. Et par contre, et ça c'est pas une surprise, hein, c'est la logique du distanciel, une répartition beaucoup plus homogène sur le territoire francilien. Il y a moins de zones blanches à distance, hein, parce que finalement, la zone blanche, c'est pas simplement le problème de l'accessibilité Wi-Fi ou la manière de suivre des ateliers, mais c'est aussi le fait de pouvoir se rendre à des ateliers parce qu'il faut qu'ils existent. Et sur certains territoires ruraux, tels qu'on en connaît en Île-de-France, aussi bien en Seine-et-Marne, Val d'Oise, Val-de-Marne également, Yvelines, enfin finalement il y en a un peu partout, des zones rurales. Sur ces zones rurales, parfois la difficulté c'est de trouver des lieux où les personnes vont pouvoir se rendre. Et ça règle pas le problème du Wi-Fi, mais par contre ça règle le problème de l'accessibilité à une information, quel que soit le territoire. Voilà parmi les premières informations, mais je pourrais en communiquer d'autres peut-être ensuite qui pourront être rajoutées dans la présentation. Volontiers. Donc la technologie peut être aussi un facteur de réduction des inégalités territoriales. Il faut aussi le souligner. Peut-être deux dernières questions rapides. Quelqu'un se pose la question de l'interactivité qui a pu être malgré tout maintenue dans ces ateliers distanciels. Je crois que ça. Et puis oui, une autre question pour. Oui. Allez-y. Je vous reposerai la question après, l'autre question après. Non, mais vous avez raison. C'était ça un des enjeux du distanciel, c'est que il s'agit pas de délivrer ex cathedra une information pédagogique sur l'intérêt du bien vieillir. C'est malgré tout maintenir ce lien social, s'assurer de cette interactivité et très clairement. Le constat qui a été fait, que vous avez pu évaluer, c'est effectivement le fait que les personnes se parlent pendant la séance. Alors ça commence sur des sujets qui n'étaient pas forcément ceux de la thématique attendue pédagogique, mais encore une fois, c'est lié à la connexion, hein, la solidarité que chacun peut avoir à parler, à partager ses soucis technologiques et celui qui explique à l'autre comment faire utiliser son matériel. Rien que ça crée du lien social très clair. Mais ensuite, il y a réellement eu les mêmes échanges autour de la thématique, de la mémoire, les exercices. La pédagogie du distanciel, elle est adaptée, mais les bénéfices attendus sont les mêmes et ils ont été constatés comme tels. Il y a réellement eu des liens, y compris, et ça c'est toujours quelque chose qu'on attend. Alors même si on n'a pas beaucoup de recul sur les ateliers 2020, mais il y en a fort heureusement, qui se développent aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt d'avoir un lien entre les séances, entre les différents participants. Donc oui, il y a de l'interaction. Et toute dernière question, comment avez-vous réussi malgré tout à toucher des seniors qui sont moins connectés, qui ont plus de difficultés avec les nouvelles technologies? Oui. La solution, ça a été le téléphone, tout simplement. Puisque, comme je le disais en introduction, on a développé une offre de services téléphoniques d'appel sortant, ce qui n'est pas du tout dans notre culture en action sociale, et donc on a appelé les retraités. Alors il y avait les retraités qui étaient des potentiels participants aux ateliers que les opérateurs du PRIF ont appelés pour leur dire l'atelier est interrompu, mais il peut être reconduit. Donc ça, c'est du public déjà connu. Mais il y a aussi toute l'offre de services qu'on a pu renforcer à l'occasion de nos propres appels sortants sur les retraités les plus fragiles, mais également grâce à des mailings aussi qu'on a envoyés aux retraités en leur disant voilà, il y a des ateliers, vous pouvez vous y inscrire à distance, ça peut se faire par téléphone et sur
sur la déclaration d'intérêt du retraité et de son acceptation, une aide à l'inscription à ces ateliers, encore une fois, parfois en hybride, avec le côté téléphonique qui a parfois bien marché. Enfin, le parfois a Eh l'air bien, d'être réducteur, mais il a bien marché lorsqu'il a été mis en œuvre. Il n'a pas pu être mis en œuvre sur toutes les thématiques, mais chaque fois qu'il a été proposé, il a été bien accepté. merci beaucoup, Christiane. Mais, je crois on va conclure. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes âgées ont fait preuve d'une grande adaptabilité pendant cette crise Covid et que ça peut être, cette crise, s'il faut retenir un point positif, a peut-être donné un coup de booster justement aux nouvelles technologies, a convaincu aussi certaines personnes âgées que c'était aussi pour elles les nouvelles technologies et qu'elles pouvaient aussi être à l'aise après un petit accompagnement. Je trouve que c'est aussi la richesse de vos ateliers, c'est qu'il y avait toujours un accompagnement, une prise en main faite, alors ce qui était très chronophage certes pour les opérateurs, mais ils ont fait ça très très bien. Et c'est aussi un facteur, je crois qu'on peut retenir ça peut être aussi un facteur, les nouvelles technologies, de réduction de certaines inégalités, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas bouger, qui ont des problématiques, qui sont aidants parfois, qui ne peuvent pas laisser pour aller à un atelier leur personne aidée, ou qui habitent parfois dans certains ateliers, on s'apercevait que les personnes disaient je ne peux pas y aller quand c'était en présentiel parce qu'ils avaient par exemple 2 bus à prendre. À vol d'oiseau, on avait l'impression que c'était tout proche. Et finalement, les nouvelles technologies ouvrent aussi des portes auxquelles on n'aurait pas pu penser. Oui, j'ajouterais, Isabelle, un Oui, autre élément dans cet intérêt-là, c'est aussi le fait que grâce au distanciel, on peut faire des ateliers à des moments qui n'étaient pas les moments habituels. Hein. Et ça, c'est vraiment aussi c'est vrai. important. C'est-à-dire que l'isolement des personnes âgées, il existe aussi l'été. Il existe peut-être surtout l'été, surtout pendant les C'est vacances vrai. scolaires. Et comme Mhm. par hasard, Ouais. en distanciel, on s'appuie sur des réseaux d'opérateurs et la vraie vie telle qu'on la connaît tous, c'est que les écoles sont fermées pendant les vacances scolaires et du coup les salles ne sont pas accessibles. Donc il n'y a pas d'atelier l'été, il n'y a pas d'atelier pendant les vacances scolaires. Et du coup, grâce au distanciel, on peut mettre en place des ateliers quelle que soit la période de l'année. Et ça, c'est un changement. On n'a pas encore mesuré totalement l'impact, hein, soyons honnêtes, mais en tout cas, c'est vraiment une offre, nous, complémentaire. C'est pour ça qu'on se dit qu'il faut vraiment garder tous ces formats dans notre offre de service. Eh bien, cher Gabriel et cher Christian, je vous remercie infiniment pour votre participation et puis merci pour ces messages plein d'espoir. Je vous Merci, merci à propose vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. je vous en prie, je vous propose de passer à notre prochaine séance. Je crois qu'il y a un petit jingle qui va apparaître. Eh bien, puisque nous avions parlé au début de cette séance du technoscepticisme à la française, interrogeons-nous sur ce que pensent les Japonais, le rapport des Japonais aux nouvelles technologies, en particulier celle du vieillissement. Donc je passe la parole à Sébastien Le Chevalier, qui est donc directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui est président de la Fondation France-Japon de l'EHESS, avec laquelle nous avons initié depuis cette année, pendant la crise Covid, une relation de partenariat et nous allons pouvoir ensemble construire de beaux projets pour comparer justement les problématiques du vieillissement entre la France et le Japon. Et en particulier aujourd'hui, donc, il vous propose de faire un point sur le rapport à la technologie au Japon. Sébastien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, chère Isabelle, pour cette introduction et pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'aurez compris, c'est une petite invitation au voyage, mais je ne veux pas vous décevoir. Ce voyage ne sera pas si exotique que cela, et c'est un peu tout le sens de ce que nous essayons de faire avec la Fondation France-Japon de l'EHESS. Nous essayons, et j'essaye de le faire aujourd'hui devant vous, de favoriser des collaborations avec des collègues japonais, non pas
pour chercher une quelconque forme d'exotisme, mais parce que nous sommes vraiment convaincus que nous avons beaucoup de choses à partager sur un certain nombre de grands enjeux sociétaux, et tout ce qui est lié au vieillissement, à la croissance de la longévité fait partie de ces enjeux. Je vais essayer de vous développer cela. Et comme Isabelle Dufaux le disait, effectivement, nous sommes en train de développer un projet sur l'innovation tirée par le CARE, hein, dans le cas des soins aux personnes âgées en France et au Japon. C'est un programme qui fait que commencer, donc je ne pourrais pas vous présenter vraiment les résultats. On aura également d'ailleurs un module sur ce qui s'est passé dans nos deux pays pendant la crise Covid en termes d'usage des technologies. Je ne ferai aujourd'hui que d'introduire un contexte et vous présenter un peu le cas japonais. Avant de commencer, je voudrais aussi rappeler vous informer que cette présentation réalisée aujourd'hui a été faite en collaboration avec deux jeunes collègues, une collègue japonaise, Madame Kinoshita, qui est fonctionnaire au ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être et qui est chercheuse attachée à la Fondation France-Japon, ainsi que François Valentin Clerc, qui est étudiant à l'EHESS. Alors pourquoi le Japon? Effectivement, vous pouvez vous dire, vous avez certainement en tête tous que effectivement le Japon est l'un des pays où le vieillissement a été le plus rapide ces dernières années, et un pays également où l'on bat régulièrement des records de longévité. Mais encore une fois, je voudrais vraiment insister et attirer votre attention sur le fait qu'on peut vraiment apprendre beaucoup de cette expérience japonaise. Pourquoi? Parce que les enjeux sont fondamentalement les mêmes que ceux auxquels nous sommes confrontés en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que les réponses qui sont données dans des contextes socio-économiques, culturels, politiques différents, les réponses sont différentes. Et je crois fondamentalement, je suis vraiment convaincu et j'espère partager avec vous cette conviction que nous pouvons apprendre de nos deux pays réciproquement. Alors, je vais d'abord commencer par quelques éléments de cadrage. Je crois qu'il est important de rappeler quelques chiffres. Vous devez les avoir en tête, mais c'est bien de partir de chiffres un peu précis. Et puis, je consacrerai bien sûr la fin de ma présentation à parler réellement dans ce contexte démographique des questions technologiques. Alors voilà, pour vous donner une idée, le chiffre qu'on retient souvent, c'est que plus du quart de la population japonaise aujourd'hui a plus de 65 ans. En revanche, les plus de 80 ans, eux, ne représentent moins de 1% de la population. Et ce qui est vraiment frappant dans la comparaison entre le Japon et la France, c'est le fait que ce vieillissement de la population, qui n'est pas une caractéristique du Japon seulement, c'est une caractéristique qu'on observe dans la grande majorité des pays de l'OCDE, ce vieillissement a été beaucoup plus rapide au Japon qu'en France. Ce slide vous le montre. Il a fallu 30 ans au Japon pour que les plus de 65 ans, la part des plus de 65 ans dans la population totale passe de 10 à 25%. D'après des estimations, il faudra 85 ans en France pour connaître cette même évolution, c'est-à-dire entre les années 50 et 2035, et nous n'y sommes pas encore. D'ici 2035, bien sûr, encore beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, cette accélération, alors je suis désolé, j'ai mis un certain nombre de graphiques qui peuvent peut-être être pas forcément lisibles pour vous qui êtes en ligne. Vous voyez que même pour un professeur qui est habitué à donner des webinaires devant ses étudiants, j'ai plus de contact depuis un an, plus de contact direct avec mes étudiants, je continue à garder les mauvaises habitudes de présenter des graphiques trop petits. Donc il y a beaucoup de progrès
à réaliser dans ce domaine, pas seulement chez les plus de 65 ans. Le message à travers cette courbe, c'est de comparer, si vous voulez, la courbe rouge et la courbe en pointillé. Et vous voyez donc qu'il y a une tendance similaire sur l'augmentation de la part des plus de 65 ans dans la population totale au Japon et en France, mais que le rythme n'est pas du tout le même et que la trajectoire de ce point de vue-là n'est pas complètement comparable. Alors, comment explique-t-on ce processus de vieillissement de la population au Japon? Je mets tout de suite de côté une grande différence entre la France et le Japon, c'est bien sûr les politiques migratoires. Vous savez certainement que le Japon est caractérisé par une politique migratoire très très restrictive qui se concentre d'ailleurs essentiellement sur les travailleurs. Il n'y a pas véritablement, par exemple, de politique de regroupement familial. Donc je mets cet aspect de côté qui est bien sûr une raison importante de la différence de trajectoire entre les deux pays, pour me concentrer sur deux caractéristiques. La première que je mettrai de côté, c'est bien sûr la baisse des natalités au Japon. Je pense que c'est certainement un fait que vous avez en tête, et je vous donne un élément de comparaison concernant le taux de fécondité en France et au Japon. Il faut savoir qu'au milieu des années 80, ces taux étaient à peu près les mêmes dans les deux pays, et les trajectoires ont fortement divergé par la suite. Mais ce qui nous intéresse principalement, bien sûr, aujourd'hui, c'est le vieillissement au Japon comme résultat d'une longévité croissante. Et là encore, pour ceux chanceux d'entre vous qui arrivent à déchiffrer ce graphique, je peux en tout cas vous aider à le lire pour vous montrer à quel point, que ce soit pour les femmes, qui est représentée par la courbe rouge, ou pour les hommes, la courbe un peu plus foncée en dessous, on observe entre les débuts des années 70 et aujourd'hui une augmentation de l'espérance de vie qui atteint 87 ans aujourd'hui pour les femmes japonaises et contre 81 pour les hommes. Donc il y a vraiment une tendance, et alors on pourrait rentrer bien sûr dans le détail sur cette période à partir des années 70. Ce qui explique cette croissance de l'espérance de vie, c'est moins la baisse de la mortalité infantile ou juvénile, qui est déjà très très basse, que les progrès qui ont été accomplis dans la seconde ou troisième partie de la vie, et c'est vraiment une espérance de vie en augmentation pour les personnes les plus âgées. Dans ce contexte de vieillissement, bien sûr, se pose des questions importantes liées aux soins aux personnes âgées. Et comme vous pouvez le voir ici, d'après les estimations du ministère de la Santé japonais, la proportion des personnes âgées nécessitant des soins augmente fortement après 85 ans, et c'est donc un vrai phénomène social, bien sûr, au Japon. Plus de 60% de ces personnes ont besoin de soins spécifiques. Je prends également le cas de la démence qui apparaît effectivement pour les plus de 65 ans, et il y a donc effectivement des politiques spécifiques. Je vais passer cette slide, et je pourrais, pour ceux d'entre vous qui connaissent le Japon et sont passionnés, vous préciser des éléments sur la géographie de ce vieillissement, mais je voudrais insister sur un aspect extrêmement important, c'est tout ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité. Le message est très simple, c'est que non seulement l'espérance de vie à la naissance au Japon a fortement augmenté pendant les 4 ou 5 dernières décennies, mais les conditions physiques des plus de 65 ans s'est également fortement améliorées. Et là, vous avez ici un indicateur seulement. Alors, sur la condition physique, il y a aussi des indicateurs sur les conditions psychiques, cognitives, qui connaissent des évolutions tout à fait comparables. Donc le Japon est un pays qui non seulement a connu une augmentation de l'espérance de vie, mais aussi et surtout peut-être une augmentation de l'espérance de vie sans incapacité. Alors, en lien, bien sûr, avec ce vieillissement de la population, et c'était un peu un des thèmes, bien sûr, de notre rencontre aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que il y a sur la base de ce vieillissement de la population, une nouvelle économie qui se met en place, et c'est donc toute la thématique de la silver economy en bon français, donc l'économie des temps argentés, si vous voulez, dont la définition classique est
est la suivante, hein, ça renvoie à l'ensemble de l'activité économique dédiée au vieillissement et dont on peut attendre une contribution au développement économique. Donc c'est quelque chose qui est assez bien accepté, et pour autant, je dois dire que cette définition elle-même pose des problèmes. Je ne vais pas rentrer ici trop dans les détails, mais pour reprendre les termes de ma collègue Anne-Marie Guillemard, il y a un défi qui est posé à la silver economy, c'est que ça soit pas perçu, cette silver economy soit vraiment perçue comme créatrice de valeur et de performance, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, quelles sont les différentes dimensions de cette économie des tempes argentées? Il y a d'abord un fait, peut-être également dont vous avez notion, mais je voudrais vous donner des chiffres pour voir un peu les différences entre la France et le Japon, concernant l'emploi et le travail des seniors. Il faut savoir que, c'est les dernières statistiques comparables dont je dispose, qu'en 2016, donc il y a 5 ans, le taux d'emploi des plus de 65 ans était de moins de 3% en France et de plus de 20% au Japon, c'est-à-dire qu'il représentait 13% des actifs au Japon, et ça correspond à un souhait de la part des personnes âgées de continuer à travailler après 65 ans. Donc, la silver economy, c'est le travail, c'est aussi la consommation, et d'après un certain nombre d'estimations de cabinets tels que McKinsey, on estime que en Europe et en Asie du Nord-Est, donc là pas seulement au Japon, jusqu'aux années 2030, on attend que 60% de la croissance de la consommation de biens finaux viennent des personnes de plus de 60 ans. Il y a également des statistiques concernant la détention d'actifs financiers, etc. J'en reviens donc maintenant à la question proprement technologique pour effectivement se dire que dans ce contexte, avec ces besoins spécifiques qu'il convient d'analyser, on peut légitimement se demander quelles sont les technologies qui peuvent répondre à ces besoins, et est-ce qu'on peut connecter en quelque sorte ces évolutions sociales à des réponses technologiques. Alors, j'avais préparé des aspects sur la protection sociale, et permettez-moi de passer et de répondre à vos questions éventuelles, puisqu'il y a aussi, bien sûr, la question du financement de l'introduction de ces technologies. Et quand je parle de la technologie, bien sûr, il y a une multiplicité de technologies qui sont mobilisées au Japon, mais on pense avant toute chose, et à raison, à la mobilisation de la robotique, et notamment de la robotique personnelle. Le Japon est souvent présenté comme le royaume des robots, avec plus de 50% des robots fabriqués dans le monde qui le sont au Japon, et avec une densité robotique qui est un concept qui porte bien sûr sur le ratio entre le nombre de robots pour 10 000 salariés, mais dans l'industrie, pas dans les usages en dehors de l'industrie manufacturière. Cette densité a été pendant longtemps la plus importante au monde, le Japon aujourd'hui étant dépassé par la Corée du Sud, Singapour et l'Allemagne. Le phénomène important, et c'est ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est le développement d'une portion spécifique de la robotique, ce qu'on appelle la robotique personnelle, c'est-à-dire cette technologie qui fait que des robots sont capables d'interagir avec des hommes, à intervenir dans des milieux aléatoires. C'est foncièrement le domaine de la relation homme-machine, et en lien avec la robotique personnelle, la thématique de l'intelligence artificielle. Alors, dans le contexte japonais, là où je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est qu'il y a véritablement une vision de l'usage des robots dans la société. C'est le slogan Société 5.0 qui a été conçu par le gouvernement japonais du point de vue de la politique d'innovation. Et comme vous pouvez le voir ou pas sur cette slide, où je constate à nouveau que peut-être les caractères sont un peu trop petits, les conditions d'application, parce que l'image de la société 5.0, c'est une société où, si vous voulez, la technologie est partout, la robotique notamment est partout, elle est dans les usines, elle est dans l'agriculture, elle est en réponse à des enjeux environnementaux, mais elle est aussi et surtout dans la vie quotidienne, et notamment dans la vie quotidienne des personnes âgées, dans un contexte, comme vous le savez, de déclin de la population, et où
pour le dire peut-être un peu crûment, il y a peut-être un niveau d'acceptabilité beaucoup plus fort de la technologie que peut-être de populations immigrées. Alors, ces applications maintenant de robotique personnelle, il y a un certain nombre de robots qui ont été testés en établissement et à domicile, et je voudrais maintenant faire appel à la technique pour vous diffuser un petit film, vraiment de 20 secondes. On est dans un EHPAD japonais avec un robot que vous voyez à droite qui s'appelle Pepper, et cet petit film a été réalisé par un collègue anthropologue, James Wright, qui est chercheur associé à la Fondation France-Japon. Donc, est-ce qu'on peut diffuser ce petit film maintenant? Alors, je ne vois pas, malheureusement. Est-ce qu'il y a possibilité de lancer le film? Je ne le vois pas immédiatement. Ah oui, voilà, très bien. Très bien. Donc, alors malheureusement, il n'y a pas le son, mais l'image, en tout cas, je pense, vous avez compris le message. Le robot produit un certain nombre de gestes qui sont reproduits par des personnes âgées. Mais ce qui est bien sûr frappant, c'est que l'introduction de robots n'empêche pas la participation de personnel et c'est tout à fait caractéristique de l'approche de la technologie au Japon. On voit en France un usage des technologies qui vont peut-être détruire des emplois, qui vont créer un environnement un peu peut-être inhumain. Dans le contexte japonais, il y a vraiment une volonté d'introduire ces robots, ces technologies, mais ça ne signifie pas, bien au contraire, que les acteurs humains disparaissent, comme ce petit film pouvait vous le montrer, j'espère, de façon suggestive. Alors, voilà, j'introduis maintenant, en fait, ce programme de recherche que nous sommes en train de mettre en place avec Jérôme Diff et un certain nombre de collègues de l'INED, de Paris 8, de Paris 13, de l'EHESS, et un grand nombre de collègues japonais qui sont parfois des sociologues, parfois des spécialistes de santé publique ou des médecins. On essaye, alors, on va faire une comparaison entre la France et le Japon, mais on essaie effectivement d'essayer d'analyser au plus près l'usage de la robotique dans le contexte japonais. Et ce qui est frappant, donc c'est effectivement une plus grande acceptabilité au Japon qu'en France de ce type de technologie. Et pour autant, il ne s'agit pas ici de vanter de façon unilatérale les mérites du modèle japonais, puisqu'on voit qu'il y a, au Japon comme en France, certainement une difficulté à connecter les dynamiques technologiques et les dynamiques des besoins sociaux. Pour le dire simplement, l'introduction de cette robotique personnelle, ou en tout cas la volonté de l'appliquer à des besoins liés aux soins aux personnes âgées dans différents domaines, c'est essentiellement poussé par le ministère de l'économie et de l'industrie. Certes, les acteurs du vieillissement sont consultés, mais c'est toujours dans un second temps. Et tout l'enjeu du projet que nous menons que nous allons commencer à mener avec Jérôme Diff, c'est vraiment de penser l'innovation au-delà de la technologie, de dire que tout n'est pas déterminé par la technologie et que les usagers doivent être bien sûr au centre des processus. Donc l'objectif de notre étude est véritablement de construire des modèles d'innovation où il y a une véritable interaction entre les usagers et les producteurs de technologies. Voilà, pour terminer, ce que je voulais vous présenter. Donc, il s'agit, à partir du cas de la robotique, d'étendre l'analyse à d'autres technologies, d'autres usages. Il s'agit de systématiser cette comparaison France-Japon en prenant en compte les différences, mais aussi les points communs. Et bien sûr, par rapport au thème d'aujourd'hui qui était centré sur l'évolution de l'usage des technologies dans le contexte de la crise de la Covid, je serais bien sûr prêt à répondre à vos questions s'il y en a à ce sujet, mais nous allons développer un module spécifique qui compare la situation en France et au Japon sur l'impact de cette crise dans le processus de digitalisation mais également, au moment où on parle de digitalisation, je crois que dans les deux pays,
on a redécouvert l'importance du lien social et humain, et il s'agit donc pour nous d'essayer d'identifier le bon équilibre entre ces deux aspects. Je vous remercie pour votre attention. J'ai conscience d'avoir été un peu trop long, mais j'espère vous avoir intéressé. Merci à toutes et à tous. Merci Sébastien, vous nous avez effectivement vraiment intéressés en nous montrant à la fois que le Japon est peut-être un miroir de ce que nous allons devenir puisque nous sommes sur les mêmes tendanciels, même s'il y a quelques années d'écart sur le vieillissement de la population et des causes parfois un peu différentes. Alors moi, j'avais fait un voyage d'études au Japon en 2018 et j'avais assisté dans un service de soins pour personnes Alzheimer à une séance d'animation avec un robot Pepper en l'occurrence qui chantait ce qu'on nous a expliqué être une petite chanson traditionnelle que connaissaient toutes les personnes âgées. Et on avait assisté à des fous rires en cascade, c'était très réjouissant. Mais nous avons vu la même scène de fou rire aussi avec un système de loto. Donc voilà, c'est pas forcément le support qui lui-même va déclencher la joie, le plaisir, mais ça peut être aussi un moyen qu'il ne faut pas négliger. Et alors j'avais des questions aussi à vous poser. On peut se demander si, je vous le demande, est-ce que la crise Covid finalement a eu un impact sur l'innovation technologique au Japon? Est-ce que ça a été un booster, un accélérateur d'innovation? Alors, effectivement, c'est la question qu'on se pose tous et on va essayer vraiment de mener une enquête un peu systématique sur la question. Clairement, au niveau de l'innovation en tant que telle, je suis vraiment pas sûr que ce soit le cas. Ça sera plus au niveau des usages des technologies et des technologies existantes. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire que pour sortir un tout petit peu de la question qui nous intéresse, j'ai par ailleurs, moi, mené des enquêtes chez Toyota et chez de grandes entreprises japonaises qui disposent de toutes les technologies dont ils ont besoin pour recourir au télétravail, mais le télétravail heurtait profondément les pratiques d'organisation du travail et de la production dans une entreprise comme Toyota et était extrêmement peu répandu. Et en quelques semaines, cette entreprise est passée massivement au télétravail et a équipé l'ensemble de ses salariés des équipements nécessaires. Donc là, c'est un exemple complètement en dehors du sujet qui nous intéresse, mais qui me semble assez révélateur de la relation qu'il peut y avoir à la technologie au Japon. Il n'y a pas véritablement, c'est assez éloigné de l'image que vous nous avez donnée tout à l'heure, Isabelle, à travers le sondage où vous rapportiez les résultats. Et en même temps, donc c'est un pays très technologique, où toute la technologie est disponible, mais où elle n'est pas toujours elle se heurte parfois à un certain nombre de pratiques, d'organisations, et ça, il est certain que on a connu au Japon comme en France, alors peut-être de façon moins stricte, moins dramatique, des fermetures d'établissements avec une limitation des contacts avec l'extérieur, et donc on a eu des usages aussi, par Zoom ou l'équivalent japonais de Zoom pour garder le contact avec l'extérieur. Donc ça s'est accéléré pendant la période Covid, mais il n'y a pas véritablement eu d'innovation technologique. C'est plus au niveau des usages et peut-être de nouvelles habitudes qui viennent compléter ce qui continue à se faire. Et puis, comme vous le savez, bien sûr, le Japon a été beaucoup moins touché en termes de cas et heureusement en termes de décès que l'Europe et que la France notamment. Donc la pression s'est fait moins sentir, mais il y a eu effectivement un certain nombre de nouveaux usages qui ont été mis en place. Merci beaucoup. Autre question, est-ce qu'il y a aussi une frange de la population japonaise qui est marquée par l'électronisme comme on peut le voir en France? Alors oui, enfin il y a fondamentalement, je répondrai la question peut-être un peu différemment, c'est-à-dire que dans les usages de la technologie, dans la facilité d'accès à la technologie, il y a la variable âge qui joue un rôle extrêmement important. Donc ça, ces franges de la population, plus vous êtes âgé, plus vous avez de difficultés. On retrouve je dirais des courbes assez comparables, mais en revanche des niveaux qui sont plus élevés
en France qu'au Japon, donc des niveaux de difficulté rencontrés dans l'usage des technologies. Et puis, je dirais également une caractéristique, une différence entre le Japon et la France, c'est que parmi les autres variables qui affectent l'usage des technologies, je crois qu'il y a en France la variable niveau d'éducation qui ressort ou catégorie socio-professionnelle. Cela ressort également un peu au Japon, mais la diffusion de l'usage des technologies est beaucoup plus large au Japon. Et je dirais que de ce point de vue-là, les inégalités dans l'usage des technologies sont beaucoup plus réduites qu'en France, même si, si vous avez 85 ans, vous vivez dans l'extrême sud d'Okinawa et vous n'avez pas été à l'université, je peux prédire effectivement que vous aurez peut-être plus de difficultés que telle autre personne originaire de Tokyo et avec appartenant à une catégorie d'âge et d'éducation différente. Et en même temps, à Okinawa, c'est une des fameuses zones bleues dans le monde où on vit le mieux et le plus longtemps. Dernière question peut-être. Nous devrions tous aller à Okinawa et j'espère que nous aurons l'occasion de faire un beau voyage d'études là-bas pour voir comment, indépendamment de la technologie, comment un certain mode de vie est vraiment favorable à la longévité et la longévité heureuse, je dirais. Bon, alors nous sommes tous partants. Dans 2-3 ans, quand tout ira mieux, le prochain congrès de Girondif se passera à Okinawa sur la plage, avec grand plaisir. Bon, écoutez, merci infiniment pour répondre aux interrogations des personnes qui nous suivent. Vous aurez la possibilité de revoir en replay nos présentations, et puis on va voir ensuite comment on peut aussi vous mettre à disposition nos présentations pour que vous ayez le temps de bien les relire, vous en imprégner, parce que c'était très riche. Merci infiniment Sébastien, puis nous sommes ravis de construire un lien avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons poursuivre notre webinaire. Je crois qu'il y a un petit jingle de prévu. Eh bien donc, je vous propose de passer à une étude sur la tolérance de l'utilisation de la réalité virtuelle auprès des sujets vivant en EHPAD. Et je passe la parole de modérateur au professeur Emmanuel Duron, qui est professeur des universités et praticien hospitalier, neurologue et gériatre à la fois, à l'hôpital Paul Brousse, qui se situe au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Elle fait aussi partie de la faculté Paris-Sud et elle est aussi membre du bureau très actif de Girondif. Et c'est elle qui, au sein de Girondif, porte la thématique Silver Economy, technologie et innovation. Donc, merci beaucoup Emmanuel, je te passe la parole. Je suis très contente d'être là. Ce séminaire est extrêmement enrichissant. Je vais donc présenter Ager Mahdi, dont j'ai le bonheur d'encadrer la thèse de science. Cette thèse a été obtenue grâce à un financement de la région sur un appel d'offres APP DIM longévité et vieillissement et porté par le Girondif. Ager va nous présenter les premiers résultats de l'étude Virtuage sur la tolérance de la réalité virtuelle chez les sujets âgés en EHPAD. Ager, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter, compléter tout ce qui a été dit autour des nouvelles technologies et des personnes âgées, et vous présenter du coup les résultats préliminaires d'une étude sur la tolérance et l'acceptabilité d'une nouvelle technologie, et ici la réalité virtuelle, auprès des sujets âgés vivant en EHPAD. Pour commencer, si je peux avoir les diapos. Donc voilà, pour vous présenter, on sait que le vieillissement s'accompagne sur le plan, a des conséquences sur les plans physiologiques et cognitifs, et il peut se manifester aussi sur le plan psychologique par des troubles anxieux importants. Ces derniers sont très fréquents, et ce particulièrement auprès des sujets qui vivent en EHPAD. En fait, tout nouvel événement, changement de cas de vie, un décès d'un conjoint ou autre, peut être source de stress psychologique chez la personne âgée. Si les signes de ce stress perdurent ou si le sujet s'adapte mal à ce changement,
une anxiété peut s'installer avec des conséquences sur le bien-être du sujet. Dans ce contexte, les traitements médicamenteux et psychothérapeutiques sont utilisés, mais parfois limités, notamment par les troubles cognitifs fréquents chez ce public-là. Dans ce contexte, certaines EHPAD vont favoriser la mise en place de certaines activités qui sont perçues comme étant plaisantes. En parallèle, on sait que la nature a des vertus et permet la récupération d'un stress psychologique. En fait, rien que la perception des caractéristiques de la nature peut procurer des réponses émotionnelles positives, notamment liées à la sécurité et à la survie, permettant ainsi d'améliorer l'anxiété et d'améliorer le bien-être des sujets âgés. Et ce, particulièrement si le sujet se sent vraiment en immersion dans l'environnement naturel. C'est pourquoi on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser la réalité virtuelle qui permet de proposer un panel d'environnements virtuels, notamment naturels, qui reste un dispositif qui est accessible, qui s'adapte aux caractéristiques des personnes et à leurs besoins. En même temps, on sait que la réalité virtuelle peut être source de cybermalaise. En fait, les cybermalaises, ce sont des signes qui s'apparentent au mal de transport et qui peuvent se traduire par des modifications, des constantes hémodynamiques, de la fatigue, des nausées, des vomissements, etc. Ils sont particulièrement présents chez les gens qui utilisent pour la première fois la réalité virtuelle. En fait, on a noté l'apparition chez 60% des utilisateurs novices de cette technologie, l'apparition de signes de cybermalaise. Il faut du coup faire très attention à ces signes, ce particulièrement auprès des sujets âgés qui sont vulnérables et fragiles, et aussi prêter une attention particulière au rapport qu'a la personne âgée avec les nouvelles technologies. On sait qu'une personne âgée peut être parfois mal à l'aise avec une nouvelle technologie, un objet qu'elle utilise pour la première fois. C'est pourquoi on s'est posé la question quant à l'acceptabilité de la réalité virtuelle auprès des sujets âgés, mais aussi quant aux effets de l'exposition à un environnement virtuel naturel sur l'anxiété et le bien-être des sujets. C'est pourquoi on a cherché à recruter des résidents d'EHPAD qui ont 75 ans et plus, qui ont un LMS supérieur ou égal à 20 et un score au questionnaire UBAC supérieur ou égal à 12. Ces personnes-là malheureusement, ne pouvaient pas participer à cette étude, des personnes qui ont déjà des crises, des antécédents de crises d'épilepsie, des troubles psychiatriques, des syndromes vestibulaires et cérébelleux, et prenant des traitements anti-hypertenseurs ou autres. Aussi, une fois dans l'étude, malheureusement, le sujet ne pouvait pas finir l'étude jusqu'au bout si jamais elle a un problème de santé aigu nécessitant son hospitalisation ou si jamais elle s'absente rien qu'à une seule séance de réalité virtuelle. Comment s'est passée concrètement cette étude? Ça s'est déroulé sur une semaine avec 3 séances individuelles de réalité virtuelle. On évaluait avant et à la fin de l'étude le bien-être des sujets, leur anxiété aussi en tant que trait de personnalité. Les séances duraient 7 minutes chacune, avec des évaluations juste avant la séance et juste après de l'anxiété en tant qu'état à un instant donné. On a mesuré aussi la fréquence cardiaque et la tension artérielle des sujets avant, pendant la visualisation de l'environnement virtuel et juste après. On a aussi évalué la survenue des cybermalaises et l'acceptabilité des séances juste après. En ce qui est de matériel, on a utilisé un casque de réalité virtuelle Oculus Go qui est fourni grâce à notre partenaire Lumine et aussi une tablette qui permettait de suivre en temps réel ce que la personne voyait dans son casque. 3 scènes d'environnement virtuel ont été proposées, une qui consiste à une balade en forêt au rythme des saisons, donc on voyait les saisons qui défilent avec les modifications naturelles qui surviennent avec, un grand canyon, mais aussi des animaux qui se promenaient dans la nature. On a utilisé un tensiomètre et aussi pour un questionnaire, le Wellbeing Index pour évaluer le bien-être, et le questionnaire State Anxiety Inventory pour l'anxiété en tant que état, mais aussi en tant que trait de personnalité.
Pour ce qui est de l'acceptabilité, on a évalué la survenue des cybermalaises grâce à un questionnaire qui est le Simulator Sickness Questionnaire. Et aussi, on a pris en considération l'impression qu'ont les sujets par rapport aux caractéristiques de la réalité virtuelle, leur ressenti juste après la séance, l'intérêt qu'ils ont eu quant à ces séances-là et leur motivation quant à poursuivre éventuellement d'autres séances de réalité virtuelle. Ceci a été fait grâce d'une part à des questionnaires, donc des données quantitatives, mais aussi à des entretiens semi-directifs, donc des données purement qualitatives pour voir ce qu'il en ressort. En ce qui est des résultats, on sait que malheureusement, avec tout ce qu'on a vécu cette année, la crise sanitaire, on n'a pas pu inclure beaucoup de résidents d'EHPAD dans cette étude. On a seulement 3 participantes, donc femmes, qui ont accepté de participer à cette étude et qui répondaient à nos critères d'inclusion. Si on regarde bien, pour ces 3 personnes-là, on voit que pour les 3 séances de réalité virtuelle, on voit une légère diminution, voire parfois une stabilisation. Ici, on voit pendant la séance 2 de l'anxiété d'état. En ce qui est de l'anxiété de trait, on voit une légère diminution aussi de l'anxiété chez nos 3 participantes sur l'ensemble des séances. En ce qui est de leur bien-être, on voit une nette amélioration chez nos 3 participantes de leur bien-être en comparaison à avant l'étude. En ce qui est de l'acceptabilité et plus particulièrement en cybermalaise, on a noté sur l'ensemble de séances une apparition sur la moitié des cas, dans la moitié des cas de cybermalaise évalués grâce au SSQ. Et ce, avec une moyenne de 2,4 et un écart type de 2,1. Les classant ainsi, si on essaye de catégoriser ces signes en tant que signes négligeables, car c'est inférieur à 5. En ce qui est maintenant du ressenti des participants quant aux caractéristiques de la réalité virtuelle, leur impression. Ils ont trouvé que les images proposées étaient assez réalistes. C'était un outil aussi confortable pour eux. Parfois, des petites remarques sur le poids de casque, parce qu'ils s'attendaient que ça soit aussi ayant un poids équivalent à des lunettes de vue ou de soleil. En ce qui est du ressenti des sujets, on voit que nos sujets n'ont pas été fatigués. Elles ont trouvé que le temps qu'elles ont passé pendant l'exposition était acceptable. Elles étaient plutôt apaisées et elles ne se sont pas ennuyées au cours de la séance. Et elles disaient que le fait de voir des scènes variées, ça permettait justement de pas s'ennuyer. En ce qui est du sens de présence, les sujets n'étaient pas tout à fait d'accord par le fait qu'elles étaient transportées par la réalité virtuelle dans un autre monde. En ce qui est de l'intérêt, malheureusement, nos participants n'étaient pas très intéressés, elles ne percevaient pas l'intérêt derrière et elles n'étaient pas motivées à poursuivre d'autres séances de réalité virtuelle. Alors, si on regarde bien, on peut dire que la réalité virtuelle a été acceptée par les sujets âgés, bien que fragiles, bien que dépendantes en EHPAD. Et en ce qui est de l'anxiété et de bien-être, on peut dire qu'aussi, il paraît que chez nos 3 participantes, l'exposition à la réalité virtuelle aurait permis d'améliorer leur anxiété, mais aussi de leur bien-être. Si on creuse un peu maintenant, en ce qui est de l'acceptabilité, en termes de cybermalaise, les signes étaient négligeables, et ce, peut-être dû au fait que les séances n'étaient pas très longues, le fait que les sujets ne se sont pas ennuyés, on a proposé un contenu qui était varié, le fait que l'outil était en soi confortable, mais aussi ça pourrait être dû au fait que les images n'étaient pas très très réalistes. En fait, on sait que si on propose un environnement très réaliste, ça pourrait être source de cybermalaise, et sur le fait que les sujets n'étaient pas très transportés par cet outil. Du coup, on voit que les sujets étaient bien apaisés, ce qui est en concordance avec les scores d'anxiété qu'on a recueillis chez nos participants. Mais malgré cela, nos participants n'ont pas perçu réellement l'intérêt de ces séances-là. Est-ce que ça pourrait être dû peut-être
au fait que l'anxiété et le bien-être sont des notions subjectives et très abstraites pour des sujets qui ont quand même quelques troubles cognitifs. On a vu cela sur la motivation des personnes. En fait, ils n'ont pas perçu d'intérêt d'utiliser ces séances et du coup, ils n'ont pas été motivés à poursuivre d'autres séances de réalité virtuelle. En conclusion, on pourrait dire que les caractéristiques de l'environnement virtuel sont très importantes à prendre en compte. Et ici, le contenu qu'on a proposé, la durée des scènes, l'interaction qui est proposée, mais aussi plusieurs autres facteurs ont fait en sorte de minimiser la survenue des cybermalaises. Il faut dire aussi que la réticence de certains sujets pourrait être expliquée par la non-perception du bénéfice de la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, certaines études elle insiste sur le fait que les sujets âgés seront partants pour l'utilisation de nouvelles technologies si jamais ils perçoivent le bénéfice derrière. La réalité virtuelle pourrait donc être acceptée, même auprès d'une population fragile, à condition de bien adapter les séances proposées et à condition de bien expliquer l'intérêt des séances et que les sujets perçoivent bien l'intérêt derrière. En perspective, pour être peut-être une étude plus longue, du coup plus que une semaine, pourrait permettre de percevoir l'effet sur l'anxiété et le bien-être et du coup l'utilité des séances. Ça serait bien aussi de voir l'évolution des signes des cybermalaises au fur et à mesure des séances, voir si jamais, au fur et à mesure des expositions, le sujet s'adapte et du coup les signes de cybermalaise diminuent. Ça serait aussi intéressant de voir l'acceptabilité en rapport avec chaque scène proposée. Du coup, ici, on a proposé 3. Ce serait intéressant de voir s'il y en a une qui peut particulièrement causer plus de cybermalaise qu'une autre ou qui serait plus acceptée qu'une autre. Ces éléments sont très importants, nous permettant ainsi de concevoir un environnement virtuel optimal, permettant de diminuer les signes de cybermalaise, mais aussi de favoriser l'acceptabilité de la réalité virtuelle, nous permettant de soigner plus de signes d'anxiété, mais particulièrement des phobies spécifiques telles que la peur de chuter par exemple, qui est très fréquente, et ce sera l'objet d'ailleurs de notre prochaine étude dans ce contexte-là et dans cette thèse. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hajer. Dans les questions qui nous sont posées, on nous demande où peut-on trouver les tests qualitatifs. Alors qualitatif, c'est des questionnaires qualitatifs. On est bien. Ouais, qualitatif, c'est des questions. Ouais, c'est des entretiens qu'on a fait nous-mêmes. Donc, on a posé différentes questions au sujet et c'était à eux de s'exprimer. Désolée, je reviens un peu à la diapo sur le cadre expérimental. Oui, ici. Donc, c'est des entretiens qu'on a fait nous-mêmes avec nos sujets et à partir de là, on a analysé ce que les sujets disaient. C'est ce qui nous a permis d'avoir des résultats qualitatifs. Je te remercie. Donc, c'est vrai que cette étude a été durement freinée par l'épidémie de Covid, qu'on espère qu'on va maintenant beaucoup inclure parce que maintenant les personnes âgées sont en EHPAD, sont en vaste majorité vaccinées. Peut-être comme question, est-ce qu'il y a une scène qui est apparue comme plus acceptée ou plus préférée par les participants? Alors, si je me souviens bien, j'ai eu que 3 participantes et il y a certaines personnes qui étaient plus attirées par une scène qu'une autre et ça dépendait en fait des envies de la personne. Je me rappelle d'une personne qui aimait beaucoup les animaux
Et le fait de voir les animaux en virtuel, et ça faisait longtemps qu'elle en a pas vu, elle était en EHPAD depuis des années, et ça lui a fait du bien, et elle était très impressionnée de voir des kangourous se promener, des animaux qui s'approchaient d'elle, et elle disait même, enfin, elle parlait au kangourou en lui disant de s'approcher d'elle parce qu'elle voulait le voir de près. C'était assez mignon de voir, ça a suscité des sentiments impressionnants chez les personnes âgées. Du coup, en fait, ça dépend de la personne, de ses envies. Des fois, il y a des scènes qui sont plus acceptées que d'autres, et ça dépendait de l'envie de la personne. D'où l'importance, en fait, d'interroger la personne, ce qu'elle veut voir, de ce qu'elle a envie. Ce qu'elle a envie de voir, de si jamais il y a un truc qui lui tient à cœur. Je me souviens aussi d'une autre personne qui a beaucoup aimé la nature, et ça a suscité des souvenirs chez elle de maisons de campagne, chez ses grands-parents où elle passait toute son enfance, etc. Donc c'est au cas par cas. Mais il faut faire attention aussi, il y a certaines scènes où il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de stimulation optique, beaucoup d'incohérence entre les différentes informations sensorielles, et ce type de scène-là pourrait provoquer peut-être plus de cybermalaise que d'autres. Mais ça à vérifier au fur et à mesure de l'étude. Peut-être qu'en ayant plus de participants, on pourra en déduire ou tirer des conclusions là-dessus. Oui, de toute façon, avec 3 personnes, c'est sûr qu'on peut pas conclure. On peut déjà se rendre compte qu'il s'est rien passé de grave. Ensuite, quand on aura inclus le nombre de sujets nécessaires, on pourra probablement adapter le protocole. Une autre question. Penses-tu que après l'épidémie, quand on va pouvoir retourner en EHPAD, les personnes âgées vont accepter plus ou moins qu'avant de participer à ce genre d'études? Peut-être, hein, c'est très possible. Les personnes ont été pendant très longtemps isolées de tout l'extérieur, de la nature, de leurs proches aussi, et peut-être qu'elles vont avoir plus envie de voir des environnements variés, et notamment des environnements virtuels, d'où l'intérêt de ce qu'on a proposé. Ça leur changera des murs de l'EHPAD, ça leur changera de leur cadre de vie habituel. Peut-être elles auront plus envie de voir la réalité virtuelle, mais aussi de poursuivre, espérons, les séances ultérieurement avec les animateurs de l'EHPAD ou les dirigeants. On l'espère. Et on va peut-être, vu le temps, interrompre cette présentation, juste pour dire que cette étude sera poursuivie par une étude sur la réalité virtuelle dans l'intérêt de la réalité virtuelle dans les chutes, donc quelque chose de plus thérapeutique, que c'est en cours également et qu'on a hâte de pouvoir inclure. On remercie le Gérondif et la région pour leur aide et leur implication. Eh bien, merci et merci à toutes deux pour déjà pour porter cette très, très belle étude qui va nous apporter des preuves robustes sur l'acceptabilité de la réalité virtuelle dans deux types d'usages. Je souhaite remercier tous les participants à ce webinaire pour la qualité de leur présentation, pour avoir accepté de se livrer à cet exercice qui n'est pas toujours facile en distance. Nous avons aujourd'hui pu interroger nos représentations sur les Français, la technologie, les personnes âgées et la technologie. Nous avons pu remettre en cause certaines de nos opinions que nous avions quant aux usages des personnes âgées vis-à-vis de la technologie. Nous avons également pu mesurer quel était l'intérêt pour les chercheurs de pouvoir avoir des financements institutionnels comme ceux du Conseil régional d'Île-de-France ou de la CNAV Île-de-France, que nous remercions à nouveau. Et puis nous avons également pu toucher du doigt quels pouvaient être les outils méthodologiques proposés par leur recherche telle que nous la concevons à Gérondif pour pouvoir apporter des preuves plus tangibles sur ce que nous avançons.
Et puis nous avons, grâce à Sébastien, pu voyager jusqu'au Japon, jusqu'à même Okinawa et ses plages. Et d'où l'intérêt aussi, voilà, d'avoir un regard comparatif entre plusieurs sociétés, c'est très riche. Merci infiniment à tous. Je vous rappelle que vous pouvez revoir immédiatement en replay sur ce même site toute l'intégralité de notre session, et puis vous pourrez à nouveau revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube de Gérondif via notre site et puis aussi via les réseaux sociaux. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire part de votre satisfaction quant à ce type de format. Très belle journée à tous et merci aux intervenants.